Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de ton rendez-vous de ce face-à-face ce soir. L'honneur revient au pasteur Taboko Serge, qui est décidé. Avec lui, on va débattre sur quelques points. On va faire deux tranches, on commence par la spiritualité, d'autant plus qu'il est pasteur. Nous allons également évoquer l'aspect politique par rapport à l'actualité qui se vit en RDC. Voilà pourquoi nous l'avons invité. Il devait être face à Sylvain Lumwanga de l'UNC. Malheureusement, il s'est excusé. On commence cette émission. Il pourra peut-être nous rejoindre d'un moment à l'autre si il le faut. Alors, bonsoir pasteur. Je suis ravi de t'avoir une fois de plus dans cette émission. Tu as toujours reçu, tu as toujours parlé politique, mais également religion ou spiritualité. Alors, je te dis bonsoir et merci d'être venu. La joie est partagée, chers compatriotes et bien-aimés Sylvain. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de partager encore aujourd'hui ces beaux plateaux et surtout essayer de dire quelque chose pour, dans la dimension spirituelle, afin d'édifier ceux qui vont nous suivre et apporter aussi notre pierre dans l'édifice pour le devenir de notre cher beau pays, parce que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est vraiment, nous avons atteint le plafond, donc la situation est vraiment catastrophique dans tous les secteurs de la vie, rien ne marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons Congolais? Au moment donné, on se pose de telles questions, mais bon, il est souverain et nous allons faire, nous allons donner les mains de nous-mêmes pour que peut-être, parce que nous sommes déjà convaincus que cette génération est sacrifiée, peut-être demain, nos enfants ne puissent pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très bien, alors pasteur Taboko, on commence par le commencement. Vous êtes cadre au sein de l'ECD, mais il y a une question par rapport à la personnalité de Martin Fayoulou. Je dis sa personnalité, d'autant plus que c'est quand même un opposant de taille au régime, mais depuis les dernières élections, on a comme l'impression que Martin Fayoulou s'est effacé de la scène politique. Alors, on se pose des questions. Où est-ce qu'il est et pourquoi ce grand silence depuis un certain temps? Bon, d'abord, de prime abord, Martin Fayoulou, le président, élu, comme on a toujours l'habitude de l'appeler. Nous l'appelons également le candidat, ou soit, c'est là l'époque signifie candidat, mais il est un homme qui fait l'unanimité. Il est considéré comme un patrimoine. Il a des valeurs. Il a des valeurs que nous autres, je crois que vous l'avez déjà dit ici, je suis pasteur, je ne pouvais pas prendre les risques de soutenir un politique si nous avons pris ce courage, parce que nous estimons que le monsieur, il a des valeurs qui dépassent même un certain niveau, je peux dire, des valeurs spirituelles. Mais sinon, le moral est au zénith, il est là, il continue le combat. Par rapport à son silence, c'est une stratégie. Je crois d'ici là, dans un avenir proche, il va parler. Mais sinon, les partis vie au quotidien, je crois, on avait déjà parlé, sur votre plateau ici, au mois de janvier, nous avions organisé notre conseil national. Il y a eu même des différentes résolutions. En dehors de ça, nous continuons. Les partis fonctionnent. Mais je crois d'ici là, vous aurez un calendrier pour un certain nombre d'activités que nous allons organiser. Parce que vous savez que ceux qui sont là ont des intentions, des velléités pour changer la constitution, non pas pour l'intérêt de bien-être des Congolais, mais c'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir, conserver le pouvoir à tout prix. Et je crois que nous sommes préparés, on ne va pas les laisser faire. Donc le président Martin Fayoulou, il est là. Très bien. Alors, Pasteur Taboko, on commence par l'aspect spirituel. On a toujours évoqué la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Alors vous, en tant que pasteur, homme de Dieu, homme de l'Église, vous avez le temps de parler avec l'Éternel. Vous êtes dans les ainsi dit l'Éternel. Alors que peut-on comprendre de l'ainsi dit l'Éternel de la République démocratique du Congo depuis jusqu'à aujourd'hui? Chers compatriotes, bon, ici comme c'est un sujet spirituel, je dis, chers bien-aimés, la majorité, certes nous sommes dans un état laïque, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. Le Créateur n'a pas de mauvais projets pour sa population, pour son peuple.
L'Éternel Dieu aussi ne considère pas comme nous les humains, nous considérons qu'il y a les Congolais, il y a... Non. Il considère que sa créature, nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'humanité, dans l'univers, nous avons des différentes races, nous avons de différentes populations, de différentes cultures. Et Dieu a voulu que chaque groupe, chaque société s'organise. Mais s'organise dans de bonnes valeurs, c'est-à-dire puis c'est dans l'homme, il a doté l'homme à une intelligence qui est différemment d'autres créatures. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, l'Éternel Dieu, après avoir créé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, un souffle de vie, l'homme devait être vivant. Ça c'est Genèse chapitre 2. Donc l'homme a une supériorité, l'homme est réfléchi, l'homme il est intelligent différemment d'autres créatures. Alors Dieu ne peut pas s'imaginer créer sa créature, c'est-à-dire l'homme créé à son image, à sa ressemblance, et vouloir encore le détruire, vouloir encore le consumer. Certes, dans les sacerdoces passés, c'est-à-dire les sacerdoces lévitiques, il y avait des principes, il y avait la loi. Avant même que Moïse vienne, il y avait aussi la loi spirituelle. Après, vous serez d'accord avec moi, de Noé, tous ces gens-là que vous connaissez, qui ont servi Dieu avec Moïse, ils avaient aussi des lois, des principes. Dieu n'a jamais travaillé dans le vide. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il met toujours des conditions, il met toujours des lois. Lorsqu'il vous respectez, comme il a dit à Abraham, si tu gardes ça, tu gardes, je te protégerai, je ferai de toi un père de multitude de nations, je rendrai ton nom grand, à condition. C'est-à-dire, il y avait toujours des conditions. Avant même que la loi soit donnée par Moïse sur la montagne de Sinaï. Donc, mais lorsqu'on se méconduisait, lorsqu'on mettait de côté le principe et on violait la loi de Dieu, certainement il y avait des sanctions. À l'époque, dans les sacerdoces lévitiques, Dieu sanctionnait directement. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces sacerdoces-là. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces royales. C'est un sacerdoce spirituel. Nous sommes couverts sous la grâce. Aujourd'hui, on peut peut-être violer. Je n'encourage pas, mais ça, c'est la réalité. Mais nous sommes couverts par la grâce. Il y a toujours un pardon. Dieu donne toujours l'accès à quelqu'un de se convertir, de se repentir pour revenir dans la bonne voie et continuer la marche avec l'Éternel. Ce qui n'est pas... dans les sacerdoces passés, dans les sacerdoces, lorsqu'on se méconduisait, il y avait la sanction directement. Ça, c'est le cadre, ça, c'est la règle en général. Maintenant, ici, par rapport à la destinée d'une société. Alors, dans l'état jadis, comme j'avais dit tantôt ici, c'est que l'orientation, la destinée, ou soit la destinée, le devenir d'une société dépendait exclusivement de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui appelait le prophète, c'est Dieu qui installait des rois. Souvenez-vous, ici je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, lorsque Dieu envoya à travers le prophète Samuel, Saoul d'aller détruire Amalek, et Saoul n'a pas fait ce que l'Éternel Dieu l'avait recommandé. Il envoie encore Samuel pour aller dire à Saoul que je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté parce qu'il n'a pas obéi. Mais cette fois-ci, je vais choisir un roi selon mon cœur, selon ma volonté. C'était David finalement. Oui, il va choisir David. C'est pour dire que Dieu choisissait le roi selon. Et lorsqu'il envoie même Samuel dans la maison d'Isaïe, qui est le papa de David, Isaïe a trouvé des robistes, c'est-à-dire les aînés de David. Il a commencé là, il a voulu pointer Eliab, il a dit non, moi je ne regarde pas comme les humains, je regarde dans les cœurs. Jusqu'à ce qu'il a fait son choix. C'est pour dire que la destinée, la gestion de la société, de la cité, était confiée par des hommes. Ces hommes-là étaient d'abord choisis par Dieu. Et lorsque nous venons maintenant dans le livre de Deutéronome chapitre 17, et lorsque Dieu dit à Moïse, tu diras à ton peuple, lorsqu'ils vont choisir un roi, il choisira le roi que l'Éternel Dieu aura choisi. C'est-à-dire avant que la population, le peuple puisse faire choisir un roi, il y avait toujours des critères. C'est-à-dire c'était un roi que l'Éternel Dieu avait déjà choisi. Dieu donnait des orientations. Il donnait déjà il y avait déjà des critères qui définissaient bien avant. Que Dieu lui-même déjà mettait en place pour que la population puisse en suivre. Mais actuellement, la gestion moderne, la gestion de la cité n'est pas liée nécessairement à la spiritualité. Je ne dis pas qu'un dirigeant, un chef de l'État doit nécessairement être spirituel. Non, je ne dis pas ça. Et je ne dis pas aussi qu'être spirituel, si on est un chef de l'État, c'est un péché. Non. Mais néanmoins, dans la gestion moderne, tu peux être un athée. C'est-à-dire celui qui n'est pas vraiment dans la spiritualité, que celui qui n'est primaire, pas hyper dirigé. Et les exemples sont légion, notamment Mao Tse-tung. Mao Tse-tung fut un athée. Il ne fut ni chrétien, ni musulman, il ne priait pas.
Mais il a transformé la société chinoise jusqu'à aujourd'hui. On parle de son nom. Il ne fut pas chrétien, il ne fut pas musulman, ni toutes les religions que vous connaissez. Donc ça, ce n'est pas nécessairement être chrétien ou être un religieux pour diriger. Or, dans la gestion moderne, pour diriger, pour conduire, il faut avoir nécessairement des ressources. Des ressources, surtout les ressources intellectuelles et morales. Je ne dis pas que si tu peux aussi être spirituel, mais ce n'est pas une condition. Mais néanmoins, il faut avoir des ressources Dieu ne les choisit pas. Non, dans la gestion moderne, aujourd'hui, on a quitté cette étape-là du sacerdoce royal où Dieu choisissait des hommes pour diriger. Aujourd'hui, c'est comme j'avais dit, des ressources, c'est des ressources intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence pour diriger les hommes. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes dans la société. Vous comprenez? C'est ça. C'est cette capacité, cette faculté de résoudre les problèmes de la société, c'est ça un intellectuel ou l'intellectualisme. Mais il faut être un intellectuel. En dehors de ça, il faut aussi être bourré de valeurs morales. Vous comprenez? Parce qu'on prend, par exemple, pour le cas de notre pays, nous avons des hommes intelligents. Ils ont des gros diplômes, des docteurs et ainsi de suite. Mais vous voyez, ils volent, ils détournent. Par exemple, le cas que vous avez suivi dans un passé récent ici, le procès 100 jours, où quelqu'un qui se considère comme un docteur, ici j'ai fait allusion à M. Vital Kamerhe, mais vous avez vu une gestion catastrophique, où on citait, on dit, on prend même l'argent, on mettait dans des... Ça, c'est pas moi, ça c'est le procès. C'est juste pour dire que ce n'est pas seulement l'intelligence, il faut nécessairement avoir l'intelligence, la capacité de comprendre, de résoudre, et surtout aussi des valeurs morales. Très bien, parce qu'il faut renchérir par 2-3 questions, parce que bon, nous venons déjà d'avoir Sylvain Lumanga de l'UNC, bonjour. On vous a cité, malheureusement vous étiez absent. Bon, bonjour et merci d'être là. Nous sommes en train de parler spiritualité d'abord, parce que bon, vous êtes en retard. Alors, 2-3 questions par rapport à cela, Pasteur Taboko. On dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous allez contredire finalement cette maxime-là? Bon, non, mais ce qui est vrai, il y a d'autres penseurs qui nous ont précédés qui pensent que lorsque la majorité de la population décide sur une cause quelconque, ça peut être la volonté de Dieu. Mais je ne pense pas que c'est une démarche qui est vraie. Parce que Jésus-Christ, notre maître, notre modèle, entre toi et moi, parce que je sais que tu es chrétien, il fut aussi tué, mais c'était la majorité de ses frères hébreux ou juifs qui ont déclaré sa mort. C'était le plan de Dieu. Non, non, non. Bien sûr. Dans la spiritualité, oui, c'est le plan de Dieu, mais je reste ici dans la légalité. Parce que même... on parle de spiritualité. Oui, oui, Pilate a dit, moi je n'ai pas vu, parce que ici on tue Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a diffamé, parce qu'il a violé. Mais tout ce que vous le reprochez en termes de violation des lois, tout, il y a, vous savez, vous serez d'accord avec moi, même Hérode s'est organisé avec Pilate pour tuer Jésus. Il y avait une complicité. Mais dans la pratique, dans la réalité, certes, dans la prédestination, Dieu avait déjà prévu qu'il sera mort pour nous sauver. Mais c'est ce que vous avez dit, ça dit Dieu a prévu cela. Mais ici, vous avez me posé la question par rapport vous avez dit la voix du peuple, c'est la voix du peuple. C'est-à-dire ici, on fait allusion, le penseur qui ont dit ça ou qui a dit ça, il faisait allusion à la majorité. C'est que si la majorité décide, mais en réalité, je peux vous donner un autre exemple. Laurent Désiré Kabila venait ici, mais la majorité des Congolais ou des héros à l'époque avaient accepté. Ils ont dit non, tu viens, on en a marre. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui on continue encore à clamer Mouzé? On regrette mon bout. Félix Tshisekedi, n'est-il pas le choix de Dieu pour la RDC? Non, je voudrais vraiment que vous répondiez parce qu'on doit entamer l'aspect politique. Parce qu'on veut d'avoir déjà notre amitié là. J'ai dit que ça soit Félix, que ça soit ceux qui l'ont précédé. Il ne faut pas mêler l'histoire spirituelle dans la gestion moderne. Dans la gestion moderne, surtout, d'abord, je vous donne un exemple. Je sais pourquoi je pose cette question. Parce que la RDC est toujours dans l'impasse, n'est-ce pas? Non. Alors, comment sortirons-nous de cette impasse si Dieu n'intervient pas? Cette impasse est voulue. C'est volonté. Alors, comment mettre fin à cette impasse? C'est ça la question. Est-ce que nous attendons également l'intervention ou le secours de l'Éternel? Ou alors nous allons continuer à nous entretuer jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. Permettez-moi d'abord. Cette impasse est voulue. C'est prémédité par ceux qui ont la destinée de notre pays depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'état, les difficultés que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il y a aussi dans d'autres sociétés qui ont traversé, les Sud-Africains, il y en a plein. Mais les autres avancent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que chez nous, il y a un système qui est mis en place qu'on appelle système de prédation.
pour comprendre les indicateurs, c'est que vous, depuis 60 jusqu'au jour, nous avons des dirigeants qui n'ont pas de salaire. Or, dans la gestion moderne, lorsque vous dirigez, vous êtes un serviteur, c'est le peuple qui est souverain, citoyen en démocratie. Vous comprenez? Très bien. Lorsque vous avez des gens qui vous gèrent, qui n'ont pas de salaire, là, c'est déjà compliqué. En d'autres termes, ils veulent pas qu'ils soient contrôlés par vous. En d'autres termes, ils gèrent dans l'esprit de monarchie. Parce que les rois n'avaient pas de compte à rendre à la population, c'est le peuple qui dépendait des humains et de la volonté. Alors finalement, la RDC, prophétiquement parlant, c'est quoi? Si le pays ne marche pas, je vous ai dit parmi les indicateurs, je dis ce système-là de prédation, parce que lorsqu'on détruit les tissus ou l'économie du pays, alors tous les secteurs de la vie seront détruits. Notamment par exemple, en démocratie, la force d'un État, c'est l'armée. Alors l'armée, si vous n'avez pas de moyens, vous n'aurez pas une bonne armée. Et lorsque vous n'aurez pas une bonne armée, il y aura l'insécurité. Lorsqu'il y aura l'insécurité, aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans un pays en insécurité. Très bien, vous l'avez toujours évoqué. Moi, j'attends de vous une réponse. Maintenant, dans la dimension spirituelle, oui, c'est-à-dire, vous êtes pasteur, vous prêchez l'évangile. Alors, vous prêchez quoi? L'espoir ou le désespoir pour la RDC? Parce que, qu'est-ce qu'on attend de l'éternel pour la RDC? C'est ça la question. Parce que Jésus a dit d'abord à répondre à Pierre. Un jour, Pierre nous pose la question. Nous avons tout abandonné, nous avons suivi. Qu'est-ce que la RDC va faire? Ça dit, il y a deux dimensions. Jésus dit à Pierre ceci: vous allez hériter la vie, premièrement, la vie éternelle, et deuxièmement. Ça dit, il y a donc nous on a deux mondes de la vie éternelle. Maintenant, à l'église, nous préparons les hommes pour la vie éternelle. Mais dans la vie physique comme ça, nous avons besoin des hommes compétents. Les hommes intellectuels et avec des ressources aussi morales, comme j'avais dit tantôt ici. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui a des valeurs morales, bien sûr, il est intelligent, il peut gérer, mais il ne va pas voler. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on est intellectuel, mais on n'a pas de valeur morale, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Donc, pour que les Congolais, le Congo développe, je souligne bien, parce que risque, parce que dans le passé ici, j'ai suivi même mes aînés, de Moukouné, les autres qui disaient, un jour Dieu va nous envoyer un président chrétien. Lorsqu'on aura un président chrétien, il n'y aura pas des occultistes, et ainsi de suite, parce que si le pays ne marche pas, parce que nous sommes dirigés par les occultistes. Mais aujourd'hui, il y a un chrétien. Il y a quelqu'un qui passe même lui dans les églises. Mais voilà, la situation est vraiment... C'est empiré. Et c'est empiré par rapport à ces gens-là qui se prétendaient pas être... C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que à l'église, nous sommes appelés, si tous les hommes de Dieu, de prêcher la bonne parole. Pour préparer des hommes d'abord dans la vie éternelle, à part la vie éternelle, d'avoir dans la société des hommes qui ont pris de bon sens. De bon sens. Qui arrivent ou qui parviennent à faire la différence entre la gestion privée et la gestion publique. Si vous avez votre boutique privée, tu peux manipuler des bonbons, des biscuits dans la boutique. Merci, pasteur. Mais dans la gestion, pour la gestion publique, il y a des règles. Très bien. Il y a l'argent public, il y a l'argent de tout le monde, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous sommes gérés par un groupe de gangs qui pensent que c'est un bien privé. On se pose des questions par rapport à la vie. Et on peut prier pendant un siècle, on n'aura pas la solution tant qu'on n'aura pas de dirigeants, des hommes compétents sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Très bien, là c'était le pasteur Taboko, parce que les Congolais prient l'Éternel pour qu'il y ait changement. Alors on attend dire que, bon, selon pasteur Taboko, il faut des hommes compétents. Alors les hommes de Dieu doivent prêcher alors un évangile qui permettrait quand même aux fidèles de s'évertuer de telle sorte qu'ils viennent gérer le pays. Ça c'est lui. Alors je t'avais déjà salué, Sylvain Lumwanga. On parle politique maintenant. Il y a eu remise à reprise aujourd'hui avec Telkamer et Mbosokodia, comme tu le sais. Nous allons également parler des FARDC qui a fait quand même une sorte de remontada. Nous avons occupé certaines localités. Mais on parle également de la pilotation du gouvernement, sûrement incessamment, parce qu'on a déjà réuni toutes les pièces au niveau de l'Assemblée nationale. Alors ce sont les 3 points politiques que nous devons aborder. Vous allez faire un débat classique, les républicains, comme d'habitude. Alors je commence par vous parce que vous êtes arrivés en retard. Remise et reprise à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons le VPM qui était hier, VPM, ministre de l'économie, devient président de l'Assemblée nationale. Que peut-on attendre de manière tacite? Que peut-on attendre finalement de Vital Kamerhe, qui avait déjà une expérience de président de l'Assemblée nationale? Ouais, merci Molomo pour la parole. Je vous salue, je salue mon co-débatteur et tous les téléspectateurs des canaux Kin Télévision. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur ce que le pasteur venait de dire. Je dois au moins dire au pasteur que n'est-ce pas que la Bible nous dit, à moins que je me trompe, je crois que le pasteur est un grand lecteur de la Bible plus que nous. Prédicateur de l'évangile. Prédicateur de l'évangile. Je sais que la Bible nous dit toute autorité vient de l'Éternel. À entendre pasteur dire à vos questions, il a évoqué que les autorités que nous avons aujourd'hui légalement
établis ne reflètent pas la volonté divine de par les actes qu'il pose. Mais déjà, la Bible nous dit toute autorité vient de l'Éternel. Si aujourd'hui, par exemple, Félix Tshisekedi est élu président de la République, Vital Kamerhe est élu président de l'Assemblée nationale, c'est parce que Dieu les a voulu d'abord à ces endroits-là. Et donc, en tant que pasteur, l'Église est chef au milieu du village. L'Église n'est pas là toujours à lapider, n'est pas là toujours à blâmer ceux qui sont aux affaires, quoi qu'ils fassent du bien ou du mal. Mais quand ceux qui sont aux affaires sont là et font du mal, l'Église est là pour les rappeler à leur mission régalienne face à la population qui vit dans une misère extrême, que de continuer à le blâmer. Mais à force de le blâmer, c'est comme si vous leur dites continuez toujours dans ce que vous faites. Parce que depuis que l'Église a commencé à blâmer les hommes politiques, mais on dirait que ça ne change rien. Par contre, c'est comme s'il pousse encore les hommes politiques à faire plus mal par rapport à ce qu'ils faisaient par le passé. Et donc, moi, je dois m'atteler sur ça pour dire au pasteur que l'autorité vient de Dieu. Et en parlant de détournement, pasteur, je dois vous dire que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais détourné, ne serait-ce même pas un rond du contribuable congolais. Ce procès, c'était un procès fantaisiste, un spectacle qu'on avait livré à la République par l'ennemi de cette République qui voulait juste écarter Vital Kamerhe de la gestion de la chose publique. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe était devenu un caillou dans la chaussure de certains acteurs politiques. Alors, une messe a été faite dans les officines politiques pour écarter Vital Kamerhe des affaires et lui coller un procès honteux. Et je dois vous le prouver que le comité de pilotage de suivi des actions du président de la République, créé à la présidence de la République, dirigé par le conseiller François Mwamba, avait fait les rapports au président de la République de tous les projets lancés lors du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Seul le programme d'urgence 100 jours était réalisé à 73%. Et dont les traces restent indélébiles jusqu'à nos jours. Et je peux vous les énumérer si vous en voulez bien. Et puis le président de la République est revenu même là-dessus sur Top Congo pour dire que Vital Kamerhe est l'homme correct. Et ce procès n'était qu'une mascarade. C'était un règlement de compte. Donc parler de détournement de Vital Kamerhe, c'est revenir en arrière. Avant qu'on apporte la remise à reprise et l'action du gouvernement, enfin l'action de Vital Kamerhe à l'Assemblée, j'aimerais quand même que vous répondiez à sa réponse. Bon, merci beaucoup. Vous avez 2 minutes pour ça. Je vous en prie. D'abord, je n'entre pas dans les fonds. Je vais donner un exemple patent. Pendant le procès, on nous montre quelqu'un qui accepte, je crois si c'est Mouima, si c'est quelqu'un qui partait prendre des données de choses, l'argent dans les maquettes. Et c'est comme ça dans la gestion moderne. Qui a autorisé tout ça? C'est Kamerhe. En violation de la Constitution, dans notre Constitution, nulle part, on dit que le chef de l'État doit piloter un programme du chef de l'État. C'est un fait à décès pour détourner l'argent. Le directeur du cabinet. Un directeur du cabinet. Ouais. Puis je vous en prie, vous voulez défendre ton... Au début, on lui pose la question s'il connaît le monsieur là, si c'est Jamal, il dit il ne connaît pas Jamal. Jamal, tu le connais, l'autre dit je ne le connais pas. Mais après, ils se connaissent. Ça, c'est une autre parenthèse. La finalité. L'argent que vous prétendez utiliser là, manipuler, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des Congolais, des contribuables. Et le projet, c'était le programme de 100 jours. 100 jours, en d'autres termes, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est 3 mois. Alors, où sont les maisons que vous avez conçues dans 3 ans? Pardon, dans 3 mois. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir, ne pensez pas que s'il y a eu des arrangements entre M. Félix et Kamerhe, vous faites vos histoires là pour laver l'autre. Ça ne nous regarde pas, mais le problème, c'est que vous avez géré l'argent des contribuables congolais. Les débats n'étaient pas, on a monté un procès, tout ça, les débats, c'était... On a mis à ma disposition le montant X. Voilà le travail, les résultats que les Congolais attendaient. Donc si M. Kamerhe nous avons prouvé, montré à la face du monde que l'argent qu'on a mis à ma disposition, voilà le résultat, chers compatriotes, le débat, on n'aura même pas le débat, on n'aura pas parlé de son nom. Vous comprenez? Donc ça, s'il ne faut pas aller dans beaucoup de choses, on connaît comment ça se passe dans notre pays. Même M. Félix Tshisekedi, dans plus d'une fois, il a décrié que la justice au Congo ne fonctionne pas. Ce n'est pas ici sur ce plateau qui va venir dire qu'il est clean. Ça, c'est votre débat. Il y a même des maisons qu'on a achetées, des parcelles, on a acheté. Les collaborateurs de Kamerhe acceptent. Je crois l'autre là, si c'est son neveu qui dit on a acheté la parcelle X pour l'enfant. Et l'enfant dit moi je ne connais pas. Et tout ça, vous trouvez ça vraiment dans le pasteur. Non, le pasteur est dans la diffamation. Le pasteur est dans la diffamation. Il est dans la désinformation et dans le faux. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'était dans les procès.
Même la fille de maman Mida. La façon dont vous êtes en train de dire, c'est comme si moi je n'ai pas vécu les procès, mais pourtant moi j'ai participé même en présentiel. Laissez-moi parler. Non, mais quand nous sommes dans un débat, et que déjà les interventions sont erronées, il faut réagir sur les choses. Non, mais vous aurez pas donné les papiers. Si vous parlez même le nom, personne ne va nous écouter. Je soulève juste vous chutez, pasteur Taboko. J'ai dit, je n'entre même pas dans les fonds. Oui. Donc, retenez aussi dans ta tête que lorsque vous prétendez gérer la chose publique, ce n'est pas votre boutique privée. Il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité. L'argent ici ne vous appartient pas. Donc, on a l'obligation de vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec notre argent. Chers compatriotes, c'est vraiment la chose la plus simple. Et dernier élément pour terminer, ça c'est encore une confusion. Je vous dis que lorsque l'apôtre Paul parlait dans Romains chapitre 13 et l'apôtre Pierre, ils étaient certes dans un système monarchique. Vous serez d'accord avec moi et qu'en Israël, dans les sacerdoces lévitiques, pour être roi, tu dois être ici, dans une tribu. Pour être prophète, c'est l'Éternel Dieu qui envoya. Donc c'est Dieu qui envoie des prophètes, c'est Dieu qui envoie qui choisissait des rois. Vous comprenez? Donc, peut-être vous n'étiez pas là. J'ai dit, même le cas de Saoul, le cas de David, lorsque ces gens-là se méconduisaient, l'Éternel Dieu les chassait pour choisir un autre roi selon lui. Merci, pasteur. Donc aujourd'hui, pour terminer, prenons même le cas probant. Nous avons importé le christianisme ici au Moyen-Orient. Il y a un président qui s'appelle Isaac, il y a un premier ministre, ils sont dans un système de démocratie parlementaire. Ce n'est pas les résidents qui sont là. Merci, donc, venir dire que tout autorité vient de dire alors pourquoi vous êtes allés aux élections? Parce que dans un système monarchique, on ne passe pas aux élections. Le roi est là, il est roi. Lorsqu'il meurt, c'est son fils qui le remplace. Merci beaucoup. Donc, pourquoi venir ici, nous sommes dans une démocratie. Merci, pasteur. Merci. Ceux qui nous dirigent, ils viennent via des élections. C'est pas par un système monarchique. Son papa était roi. J'aimerais que vous notiez cette question. Vous dites que Dieu choisissait de serviteurs et tout à l'époque. Alors vous êtes serviteur, vous êtes choisi par qui? Vous n'allez pas répondre, vous allez répondre après. Alors tous ces pasteurs, tous ces prêtres, tout ça, ils sont choisis par qui? Ils n'ont pas reçu l'appel des dieux? Je peux répondre ça rapidement. Non, le temps pour lui de rebondir par rapport à Vital Kamere. Vous allez revenir là-dessus. Mon homo, Sylvain, vous voyez ce que je vous ai toujours dit. Là, vous avez 4 minutes. Hein? Oui, dans ces pays, la désinformation va vers la sincère. Vous parlez d'abord des et la vérité, oui, la désinformation va vers la sincère et la vérité vient par l'escalier. Tout ce que les pasteurs sont en train de dire, ce sont des fausses informations. Donnez les vraies informations. Moi, j'ai vécu les procès 100 jours, du début jusqu'à la fin en présentiel. Vous voyez, l'honorable Vital Kamere n'était pas celui qui devrait construire les maisons. Vital Kamere coordonnait le programme d'urgence des 100 jours. Vous voyez, Vital Kamere n'était pas le ministre des Finances. Vital Kamere n'était pas chargé d'aller faire les dédouanements de la marchandise, mais il confiait des tâches aux personnes respectives dans leurs fonctions bien définies. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on commande, on met à la disposition de M. Diamal, du sujet Diamal, le fonds pour la construction de maisons préfabriquées, Diamal a commandé les maisons à Istanbul. Mais on parle que de maisons. Et les sauts de moutons qui sont à Kinshasa. L'hôpital Jason Sendo Al-Bumbashi complètement réhabilité. Le boulevard Kamagnol Al-Bumbashi construit. Certaines routes ici à Kinshasa réhabilitées dans le programme d'urgence 100 jours. On n'en parle pas. On n'en fait pas mention. Pendant que Diamal est à Makal, le gouvernement tanzanien met sa menace en exécution de vendre plus de 170 conteneurs de maisons préfabriquées au port de Dar Salam. Qui en avait parlé? C'est de ça que nous parlons d'un procès monté, de toutes pièces pour en vouloir à un homme, l'écarter de la gestion des affaires, mais monter dans les officines politiques. Voilà, des hommes politiques aux affaires. Parce que Kabila n'était pas là. Oui. Des hommes politiques. Non. À l'époque, Kabila avait une bande de gens aux affaires. Il y avait encore les mariages FCC Cash. Quand Kamere allait en prison, vous ne devez pas l'oublier. Et la présence de Kamere à côté de Félix était gênante pour plusieurs personnes. Et qui voulaient en vouloir à Kamere pour l'amener en prison, ces mêmes personnes aujourd'hui ont voulu la tête de Kamere, l'éliminer, l'effacer de la scène politique. Étant donné qu'il est un protégé de Dieu, Dieu continue à le protéger. On ne peut pas venir ici pour raconter des histoires dont on ne maîtrise pas la teneur. Massaro, quand il parle de la maison, la famille Kamere quand même vient d'une grande lignée dans ce pays.
Vous n'allez pas dire que c'est quand Kamer est venu aux affaires en 2019 que Kamer a eu l'argent pour se taper une maison. La résidence que Kamer vit aujourd'hui, il l'a acquise depuis du terrain qu'on a donné à l'enfant. Non, mais je suis en train de revenir sur le propos teinté d'incohérence, d'ignomie du pasteur à l'endroit de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Quand on doit parler, on doit quand même avoir un certain minimum de respect. C'est une autorité légalement établie. On ne doit pas avoir une légèreté. On discute sur la politique. Oui, on discute. Ce sont des personnalités politiques. Tout à fait, on discute. La critique est permise. Ce sont des personnes publiques exposées, mais aussi on doit se rassurer que ce que nous sommes en train de proférer sur ces personnes est réel ou faux. Le procès était public, hein? Kamer ne construit pas les maisons. Kamer coordonne le projet 100 jours. Diamal construit les maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Kamer a connu Diamal quand il est venu aux affaires. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner? Voilà. Quand on coordonne un programme d'urgence de 100 jours lancé par un président de la République, on s'assure que le projet, les fonds qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur sont exécutés pour la mission. Mais cela ne veut pas dire que c'est nous qui exécutons les travaux. Il avait le pouvoir du contrôle. Oui, et à l'époque, je dois lui rappeler qu'il n'y avait pas un gouvernement. Le gouvernement Tchibala était un gouvernement démissionnaire. Le président de la République, pendant que les tractations de la formation du gouvernement étaient en cours, il a décidé de lancer le programme d'urgence de 100 jours. Pour que son existence au sommet de l'État ne passe inaperçue. Tu sais que ça et le programme de 100 jours a laissé des traces aujourd'hui indélébiles. Aujourd'hui, allez-y au Kanchach. Allez-y au Kanchach. Il y a des maisons préfabriquées qui sont là. Jamais données aux militaires, jamais inaugurées. Pourquoi? Parce que la crédibilité de Kamer reviendra. Et c'est de là que je vous ai dit que non, ces procès, on voulait écarter juste Kamer des affaires. Tu sais que rien que cela. Ça lui colle à la peau aujourd'hui. Il a été hué finalement. Mais en tant qu'innocent aujourd'hui, vous voyez qu'il est en train de monter en puissance. Qui lui eût cru qu'un jour Kamer reviendra à l'Assemblée nationale? Mais Félix lui-même, lui l'avait dit sur Top Congo à Goma que je suis convaincu que cet homme jouera un rôle important dans ce... Et ce n'est pas la fin. Les meilleurs restent à venir. Pasteur Tabok, on dit que c'était un spectacle, des histoires montées de toutes pièces. Bref, vous répondez finalement à Sylvain. Hein? Merci beaucoup. Je vois M. Sylvain tombe dans les émotions. Il pense prendre l'allure peut-être de m'intimider ici. Non, il n'a pas parlé d'intimidation. Il faut parler avec beaucoup de respect aux autorités. Chers compatriotes, dans la gestion moderne, Kamer c'est un serviteur de la population. Bien sûr. Hein, c'est le peuple qui est le souverain. Si vous avez besoin des estimes, des considérations, allez faire le business privé, allez vendre peut-être les habits, personne ne viendra parler de ton nom. Mais lorsque vous prenez le risque de gérer la chose publique, parce que l'avenir, ma vie et l'avenir de nos enfants en dépendent. Donc on va 100 millions de problèmes. Ne me donnez pas avec beaucoup de légèreté dire que les institutions d'autorité ne font pas. Quelle autorité? Donc si vous voulez diriger... ce sont des autorités, ça il faut le dire. L'autorité dans la gestion moderne, c'est lorsqu'on a la responsabilité, on a la responsabilité sur les autres. Mais la seule démarche, la seule objectif, c'est de donner le bien-être à la population. Ils se battent pour ça. L'autorité, ce n'est pas une chose honorifique ici. Il faut enlever ça dans la tête. Parce que c'est ça qui passe dans la tête. Alors, autorité. Ce n'est pas une chose honorifique. L'autorité, c'est la capacité de gérer les autres. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas venir faire des incantations. Et de deux, je crois que les journalistes vous avez posé la question, peut-être que tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu peux me donner une disposition qui stipule dans notre constitution, c'est le directeur du cabinet qui va coordonner un projet, un programme de chef d'État. Et je peux répondre? Non, vous allez répondre à la question. Et avec beaucoup de légèreté, il dit il n'y avait pas un gouvernement. Chers compatriotes, vous êtes un intellectuel, je vois quand même vous parlez un bon français. Mais est-ce que dans une république, on ne peut pas avoir un gouvernement? Mais il y avait un gouvernement qui assurait les affaires courantes. Tchibala à l'époque. Le gouverneur Tchibala. Ouais. Aujourd'hui, Félix venait de nommer quelques mandataires ici. Qui a paraffé? Ce n'est pas M. Samuel Okon. Est-ce qu'il est encore... Où il est dans le gouvernement démissionnaire? Il assure les affaires courantes. Donc vous avez empêché. Mais pourquoi? Mais si tel est le cas, mais pourquoi on n'avait pas chassé Tchibala? Il était payé pourquoi? Il était là pourquoi? Mais c'est ça la continuité de la chose publique. Le gouvernement qui assure les affaires courantes, c'est pour expédier la gestion publique. Permettez-moi. C'est comme ça Maloukonde aujourd'hui. C'est comme ça Maloukonde. Oui. Maintenant, vous prenez l'argent de l'État, vous donnez à votre directeur, mais c'est un poste privé. Vous donnez à votre directeur de cabinet qui pilonne ça. Et vous ne voulez pas qu'on vous demande des comptes à rendre. Moi, je ne suis pas dans tout ce que vous désincantations, vous dites là. J'ai dit les vidéos. Si vous m'amenez même à l'intérieur, là où vous voulez amener,
J'ai dit, on a posé la question à cette fille-là. Est-ce que vous reconnaissez avoir réussi un don du passé? Il dit, je ne connais pas. Ouais. Les images existent. Ouais, très bien. Les dossiers là de l'argent dans les maquettes là avec le monsieur là qui allait dédouaner l'histoire dans l'époque. Oui. Mais c'est dans les images qui existent. Et tous les Bitakuira, Thomas Waka, tous ces ministres sont passés. Il dit, tout ce qu'on a fait, si nous on n'était pas informés. Mais dans les documents, on a mis leur nom qu'ils avaient donné leur aval. Même le conseil financier du chef de l'État. Ils avaient donné leur aval. Donc vous voulez manipuler les gens ici. C'est notre argent, monsieur. C'est bien. Donc rentrons dans ce qui est. Oui. Et en plus, pour terminer, oui. c'est un projet de 100 jours. Ce n'est pas un projet quinquennal. C'est un projet de 100 jours. C'est pourquoi c'était un projet. Il n'y avait pas appel d'offres. C'était un projet d'urgence. Pourquoi? Parce que vous avez voulu faire ça dans 3 mois. Selon le marché de gré à gré. Des marchés de gré à gré. Très bien. Vous avez Alors, fait ça en 3 mois. Sylvain. Et dans 3 mois, où sont les maisons? Dans 3 mois, venez nous évaluer l'argent qu'on a reçu, c'était autant, parce que vous prétendez qu'il n'y avait pas un gouvernement, c'est M. Kamere qui est incarné le gouvernement de cette époque. L'argent c'était autant, voilà les produits. Et vous dites que, parce qu'on a arrêté M. Jamal, M. Jamal c'est le patron d'une société, d'une entreprise. Si M. Jamal est en prison, c'est M. Jamal qui devait porter le briquet de maçon. Est-ce qu'il n'y avait pas de collaborateurs qui travaillent à sa place? Très bien. Sylvain, apparemment on n'arrive pas à se comprendre. Nous risquons de ne même pas entamer ce qui est important. Apparemment on n'arrive pas à se comprendre. Tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? Voilà. Oui. L'article 69 de la Constitution de la République confie le président de la République ce qui suit comme pouvoir. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, il doit s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la République. Okay. Il doit s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la République. Fonctionnement. Oui, tout ça. Voilà pourquoi vous avez vu le président de la République, après que le membre du gouvernement ait démissionné, conformément à cet article, il a demandé au ministre démissionnaire d'assurer les affaires et d'expédier les affaires courantes. En expédiant les affaires courantes, les obligations du ministre sont limitées. L'ordonnance dont il parle que le président de la République a signé, Sama a contresigné, ce n'est pas une ordonnance qui a été signée pendant cette période ici. C'est une ordonnance qui a été signée avant même que le gouvernement ne tombe. Durant cette période d'expédition des affaires courantes, il n'y a aucune ordonnance. Mais il y a eu quand même nomination de certains mandataires. À part l'ordonnance, ouais, c'est ça ce que j'ai dit, avant que le gouvernement démissionne. Ah bon? Vous voyez? Ça a été publié après? Oui. Ah bon? Même au ministère de l'économie, il y a un arrêté signé par le VPM, Vital Kamerhe, avant la démission du gouvernement, mais l'arrêté qui a été rendu public après. Mais avec l'ancienne date, depuis le mois de mars, mais rendu public plus tard. Et pourquoi? Écoutez, je vous explique. Et cet arrêté a été pris pourquoi? Oui. Il y a une coordination qu'on a créée au niveau du ministère de l'économie, à la demande du président de la République, la Commission nationale de concurrence. La commission était déjà mise en place, on a trouvé un bureau, tout, on a fait tout ce qu'il fallait. Ce qui restait, c'était rendre public l'arrêté. Vous voyez, quand on signe un arrêté, l'arrêté est mis en vigueur et puis est envoyé au journal officiel. Vous voyez, c'est le journal officiel qui publie parfois les arrêtés en retard. Et ça, c'est pas un problème pour venir dire que non, le ministre ou le président qui a demandé aux membres du gouvernement... quand il y a eu signature, mais publié plus tard, je n'en disconviens pas. C'est pas pour venir dire quand on demande aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes, tout ça. Et à l'époque de Félix Tshisekedi, en 2019, je dois vous dire que vous connaissez avec moi les tensions qui étaient entre l'opposition et la mouvance avant de recule pas trop, parce qu'il y a quand même... Et quand il est venu au pouvoir, il n'a pas voulu travailler avec ces gens. Le gouvernement était démissionnaire, était quasi inexistant. Bitakuira, ministre du Développement durable, n'était figurant que pour la signature des passations des marchés. Vous voyez? Kamere ne détenait pas l'argent. C'est le ministre des Finances qui décaissait l'argent pour mettre à la disposition de... Sylvain, je vous en prie. Quand on n'a pas la maîtrise du dossier, évitons parfois de tomber dans le plagiat ou dans la désinformation. Après, il a été disculpé, ça on le sait, il a été rétabli comme ministre, et puis après, il est aujourd'hui président de la Chambre. La question demeure, c'est vrai. Bon, cette affaire lui colle à la peau quand même, ça il faut le reconnaître, parce que je t'avais dit tout à l'heure là, il était hué quand ils étaient partis en France. Par rapport à cette affaire-là, mais nous avons quand même un nouveau président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Vital Kamerhe? Le rôle qu'il doit aujourd'hui jouer au sein de cette Assemblée peut s'asseoir sur quel type d'activité? C'est ça, en fait, on veut comprendre ça.
Voilà, merci. Parce que le pays traverse une crise. Oui, mon homme. Merci beaucoup pour la question. J'étais le mercredi 22 mai au Palais du Peuple, de 7h à 3h du matin, jusqu'à ce que la publication finale a été faite et l'installation du bureau définitif a été aussi faite. L'honorable Vital Kamerhe a été brillamment élu président de l'Assemblée nationale avec plus de la majorité du suffrage valablement exprimé. Je lui présente d'abord mes sincères félicitations et lui souhaite plein succès dans ces nouvelles prérogatives. Ce que je dois dire est que c'est une nouvelle ère. Cette élection marque une nouvelle ère pour Vital Kamerhe, caractérisée pas pour le pays, pour lui seulement? Pour la personne de Vital Kamerhe au service de la nation. Ok. Voilà. Ça marque une nouvelle ère caractérisée par la maîtrise, la compétence et l'expérience d'une personne qui a une stature parfaite dont son expertise ou son expérience pour les questions parlementaires sont indiscutables. Vous vous souvenez avec moi que 15 ans passés déjà, l'honorable Vital Kamerhe a présidé cette même institution prépondérante de notre pays de 2006 à 2009. À cette époque, Vital Kamerhe est parti du perchoir de l'Assemblée nationale, laissant 30 lois parlementaires. Je dis bien 30 lois parlementaires votées et promulguées. Un contrôle parlementaire rigoureux et assidu envers les membres du gouvernement. Chaque membre du gouvernement venait répondre à toute question adressée avec oral débat qu'un député déposait au bureau de l'Assemblée nationale. Et les débats étaient républicains. L'opposition avait droit à la parole. Et la population congolaise bénéficiant de cette action parlementaire présidée par le bureau Kamerhe à l'époque. Donc, avec plusieurs questions d'actualité que le pays fait face en ce moment, attendons-nous à beaucoup de réformes institutionnelles, constitutionnelles et un contrôle parlementaire rigoureux. Et nous sommes convaincus que l'Assemblée nationale retrouvera ses lettres de noblesse. Alors, il n'y aura plus de théâtralisation de plénière comme par le passé. Sylvain, finalement, là, Vital Kamerhe pose problème aujourd'hui. Hein. Il est contesté même par certains d'entre eux. Bon, de toute façon, on évolue dans le raisonnement, Pasteur Taboko. On a comme l'impression que nous avons un parlement pour avoir, je ne sais pas moi, certaines institutions qui est figurante. C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé l'Assemblée nationale, mais l'impact de l'Assemblée nationale dans le vécu quotidien, finalement, de la RDC, ça ne se voit pas. Comment comprenez-vous, finalement, le rôle de cette Assemblée nationale en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, c'est une question cruciale, mais permettez-moi, je ne vais plus m'attarder là-dessus, mais néanmoins, il y a quand même ceux qui nous suivent, il y a surtout les jeunes étudiants, tout ça, ce n'est pas bien de laisser... Je vous en prie, il faut aller rapidement. Lorsqu'un intellectuel passe sur un beau média comme le vôtre et il dit qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes ne peut pas agir, ne peut pas travailler, c'est pourquoi Kamerhe a travaillé, c'est n'importe quoi. Dans la preuve est là, il y a le ministre de la Défense qui sillonne, qui travaille, il y a le ministre de l'Intérieur qui travaille, qui prend peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Ils outrepassent même leur action de quoi? Leur achat d'action. Mais néanmoins, assurer ou expédier, c'est-à-dire vous travaillez, néanmoins vous ne pouvez pas peut-être prendre de nouvelles décisions. Mais ce qui est vrai dans la continuité de la chose publique, des engagements, les paiements, par exemple la sécurité, tout ça, vous allez travailler, vous êtes là pour ça. Les cas contraires, on n'allait pas avoir ces gens-là. Et il s'est contredit encore, il dit que Bitakour était là juste pour les signer des documents. Mais si Bitakour il était sous le gouvernement de Tchibala. Maintenant, si Tchibala ne pouvait rien faire, mais comment Bitakour qui fit son ministre pouvait travailler? Donc, c'est n'importe quoi. C'est que vous voulez peut-être protéger ton chef. Et je vous informe seulement que c'est qui, dans l'administration, c'est lui qui expédie les affaires, ou soit qui assure les affaires courantes, il travaille. Donc, il travaille, les cas contraires... On y va rapidement dans la réflexion. Là aujourd'hui, il continue à travailler. C'est important, oui. Alors, par rapport à... l'impact de l'Assemblée nationale. À l'aventure que nous avons suivie hier ou avant-hier, bon, ça entre dans la stratégie, je crois, ici je salue même le papa Cardinal Mbongo et tous les grands esprits comme Martin Fayulu aussi avaient dit. Ils sont en train de partager leur bité, leur poids, c'est le partage des gâteaux.
Et ce que nous avions vécu là, ce n'était pas des élections, c'était des désignations, des nominations. Donc on peut se taper la poitrine et dire que c'est un grand leader. Grand leader, c'est lorsque, surtout en sociologie politique, lorsque vous avez l'ancrage sociologique, c'est-à-dire lorsque vous passez pendant les élections, que vous êtes choisi par la majorité de la population, à ce moment vous dites qu'il monte en puissance. Donc, avec les élections, par exemple, que vous venez de nous produire ici, que ce soit en 2018, vous êtes là, vous savez que vous n'avez pas été élu, vous savez comment vous êtes arrivé là, comment il y avait des arrangements, tout le monde, même le fameux Konaïnang allait continuer à le dire aujourd'hui. Les élections de 2018, de 2023, n'importe quoi, vous avez organisé un truc là d'une semaine, les jours où on aura de bonnes élections dans ces pays, je ne pense pas que les autres là seront là. Donc, Kamere, pour arriver là, je crois, M. Kabouya, ici il ne va pas me contredire, il a amené une liste. Une liste, on appelle ça, c'est à l'Union, ça qu'on appelle ça le ticket gagnant. Une liste, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont choisis dans leurs officines là-bas, dans leurs caliki. Non, si toi on va te mettre, l'autre va, c'est pas une compétition. Or, dans la gestion moderne, ce qui prime, c'est la méritocratie et la compétitivité. C'est-à-dire vous passez dans une élection et les autres vous choisissent par rapport à votre vision, à votre projet de société. Mais ça, ce sont des nominations. Mais la finalité ici, tout ce qu'il dit là, ça ne va même pas se faire. Bon, peut-être si il y a une ignorance par rapport à la législation, de 2006, il faut rappeler qu'en 2006, les MLC, il y avait quand même les rapports de force épais. Je suis certain que les MLC n'avaient pas au-delà de 200, mais je crois dans les 100 et quelques députés, il y avait quand même un rapport de force d'une opposition quand même à l'époque là. Kabila, si ma mémoire ne me trahit pas, n'avait même pas au-delà de 250 députés. Il y avait quand même des histoires là qu'on avait fait. C'est ce qui a fait qu'il y avait quand même beaucoup de... Mais aujourd'hui, je ne sais même pas, l'opposition là, ils sont comme si c'est 15 ou comment. Non, il y a au moins 470 députés pour l'Union sacrée et le reste c'est... Je parle de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment considérés comme opposants. C'est-à-dire ceux qui ont l'ancrage populaire, qui sont connus, qui sont écoutés par la population. Adolphe Mouzi, tu es dedans, je crois. Adolphe Mouzi, avec Félix. Moi, à l'époque, par exemple, il y avait déjà Claude Bouemba, il y avait des Franck Diongo, il y avait... Des Délices Sanga. Vous sentez que les gens qui parlaient, quand même, on peut l'écouter, donc tu ne peux pas les manipuler. Donc, Félix, Kamere là, tout le monde le sait. D'abord, c'est regrettable même dans la gestion moderne comment Montesquieu, je vous en prie, Montesquieu nous a enseigné la séparation du pouvoir. Mais le pouvoir législatif qui va contrôler l'exécutif, mais c'est le président de la République qui prend le ticket gagnant et qui envoie la liste. Et vous avez vu les gens avec beaucoup de mépris. Je salue Mike là où il se retrouve malgré qu'il traverse le moment difficile. Il considère que ces députés-là comme un complexe scolaire de M. Féti Seked. Il appelle les députés des honorables. Il les menace là dans leur plateforme privée. Il dit, si vous continuez à faire, je vais dissoudre. Est-ce que le chef de l'État doit conformer à notre constitution? Il doit dissoudre le Parlement je ne sais pas. Avant de dissoudre conformément à l'article 148 de la Constitution, on parle d'un conflit persistant entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. On fait allusion au Parlement. Ça dit où soit de l'Assemblée nationale. Mais comment dans une réunion d'union sacrée, où il y avait aussi des non-élus, c'est-à-dire des non-précédents aussi étaient là. Mais vous vous appelez ces gens-là, vous dites que si vous continuez comme ça, je vais dissoudre. C'est-à-dire, nous sommes allés trop bas. Nous sommes descendus trop bas. Ils ne connaissent même pas que ce sont des honorables, ce sont des députés, mais ce sont des gens qu'on manipule. Donc ne vous attendez rien parce que, pour terminer, il dit que quand Mère en 2009, il a laissé plus de 30 lois. C'est lui qui prend des... Très bien. Non, alors, Sylvain, j'ai posé une question, mais qui n'a toujours pas eu sa réponse. Parce que ça fait longtemps que nous avons des assemblées nationales, quand même. Tel est passé. Mais son impact dans la société, voilà, il y en a pas. Vous posez une très bonne question. Je vais vous la répondre. Mais il y a des lois, je vous en prie. Toujours ça, j'ai répondu sur ce que lui a dit, certes, mais il y a des questions qu'on vous pose. Voilà. Vous voulez pas répondre aux questions qui sont précises. Pourquoi je t'en prie, 30 lois, j'ai voté 19 lois, 200 lois. Pourquoi voilà. Le pays continue à tanguer? Voilà. Pasteur, en parlant des 30 lois votées et promulguées sous la présidence de Kamere, je n'ai pas dit que c'est Kamere qui a proposé les 30 lois. Mais au moins c'est sous la présidence de Kamere que les bureaux. Parce que nous avons vécu, comme Monomo est en train de se plaindre, depuis que cette institution existe, son impact. On a connu des membres du bureau qui protégeaient des ministres. Un ministre, une question adressée au ministre avec oral et débat, le bureau de l'Assemblée nationale s'assoit sur la question. Je connais l'honorable Juvenal Mounou Boleli de Walikale. Il a adressé plus de 5 questions
avec oral et débat à l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Il n'est jamais revenu. Il est encore élu. Non, il n'est pas réélu cette fois-ci. Plus de 5 questions orales avec débat. Le bureau bloqué à l'époque. Mbosso. Et jamais le ministre était protégé. Vous voyez? C'est ça, cet impact. De l'union sacrée, c'est après vos qui j'en assume la responsabilité. Il le fait au nom de l'union sacrée. Vous voyez? Ça, ce sont les méandres qu'on ne va pas voir revenir sous Kamere. Et aussi, pour rebondir sur ce que le pasteur a dit, l'honorable Vital, plutôt, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale dit ceci dans son article 17, le rénover. Celle qui peut être présenté candidat président de l'Assemblée nationale, ce n'est qu'un honorable député issu d'une majorité parlementaire. La majorité des députés sont issus de l'Union sacrée. Donc, élus sur différents regroupements politiques, et tous ces regroupements politiques-là sont de l'Union sacrée. L'Union sacrée, en son sein, doit désigner un candidat qui doit briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Mais au sein de l'Union sacrée, nous avons connu les vraies élections, je dois vous dire. Kamere a subi les élections de tous les membres du bureau de définition. Excusez, je chute sur ça. Kamere a subi les élections. Au primaire, il a été élu face à ces deux challengers. Et ce que nous avons connu à l'Assemblée nationale, c'est un jeu démocratique. Si l'opposition se sentait aussi à la hauteur de briguer la présidence de l'Assemblée nationale, ils allaient aligner un candidat. Ça, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Ce sont les lois. Nous, on n'invente pas la roue. Ils ont fait un dessin pour non, ce n'est pas un fait à dessin, c'est la formalité d'usage administratif qui a été respectée. La procédure a été respectée. Parce qu'on dire qu'il n'y a pas eu élection, c'est autre chose. On parle des élections au niveau du bureau de définition, conformément à la loi. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est des choses qu'on répète chaque fois. Mais la question demeure, moi je l'ai toujours dit, l'impact de l'Assemblée nationale. Voilà. Au moins, le pasteur a reconnu que vous votez à l'époque de Kamere, il y avait vous votez des lois, certes, mais on ne vote pas des lois sur les salaires des gens, on ne vote pas des lois sur le prix de denrées alimentaires, on ne vote pas des lois sur ça. Mais écoutez, on ne vous envoie pas là-bas pour caresser Kamere. Voilà. On ne vous envoie pas pour admirer sa saveur laboratoire. C'est pour parler des problèmes sociaux. Mais c'est ce qui ne vient jamais. Et c'est depuis longtemps qu'on continue avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous encensez Kamere. Ça sera encore du théâtre. Je le dis, ça sera encore du théâtre. Non, jamais. Ah oui, ça sera encore du théâtre. Je reviens là-dessus. Vous venez de parler. Vous venez de parler. Pourquoi? Oui. Je suis peuple. Oui. Et vous vous sentez vexé. Tout comme moi, je suis aussi souverain primaire comme vous. Je dois vous dire, Kamere vient de faire la remise, l'honorable Vital Kamere vient de faire la remise reprise avec le bureau d'âge. Ses premiers mots de l'honorable Vital Kamere. Kamere trouve au perchoir de l'Assemblée nationale un président de l'Assemblée nationale avec 12 conseillers, 10 chargés d'études, 4 directeurs de cabinet. Kamere a réduit. Non, je parle de la réduction du train de vie des institutions dont il parle. Ça a un impact sur les équipes quotidiennes. Il laisse un directeur de cabinet et un adjoint. Il réduit 12 conseillers à 6 conseillers. Il laisse 4 chargés d'études. Déjà, c'est un bon départ. C'est un bon départ. Non, il ne faut pas ignorer ça. C'est un bon départ. C'est un bon départ pour réduire d'abord les trains de vie de l'Assemblée nationale. Avant d'arriver sur la population, il faut arranger à l'interne. Il a toujours non, il a réduit les attentes 33 000 $. Ce qui nivelle à la hausse, c'est le rendement des fonctionnaires de l'État qui est dérisoire. Vous voyez, il trouve un huissier au ministère de l'économie à 75 000 francs. Un agent de l'État, père de famille, il a un loyer à payer, il a une scolarité pour les enfants. Et il ramène ça à 1 500 000. Vous ne voulez pas applaudir? Non. On va l'applaudir quand il va parler de salaire des fonctionnaires. Ces fonctionnaires-là n'est pas peuple. Ces fonctionnaires-là, c'est la population. Je vous en prie. Cher compatriote Sylvain, je ne dis pas de Sylvain, mon co-débatteur. Je dis, monsieur Kamere, ce n'est pas un modèle. Je comprends votre sens de dévouement, pas ce que vous cherchez, ce que vous connaissez. Parce que même pendant les procès, il a dit lui-même que quand j'arrive dans n'importe quelle institution, je vous manque, je triple.
Et il est allé même plus loin. Il dit la police congolaise manquait même l'argent de carburant. C'est lui qui sortait l'argent pour donner à la police. Moi, je ne passe pas dans les médias faire des colibés. Et ça se passe toujours au Congo. Vous comprenez? Et vous savez l'histoire des rétrocommissions où M. Félix il a défendu, il a dit que chez nous au Congo, ce n'est pas du vol. Si c'était ici, c'est du vol. Mais détournement, mais chez nous là-bas, ce n'est pas du vol. Donc, ce n'est pas un modèle. Alors, mais pour terminer, je ne sais pas, l'article du règlement intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire concrètement. Il dit que c'est la majorité qui doit envoyer des candidats. Ça, je ne comprends rien. Alors maintenant, la dame, elle a la question là, sur de l'ensemble. De l'opposition. Dans cet article-là, il y a un seul poste réservé à l'opposition. C'est ce poste-là des rapporteurs adjoints. Pourquoi on parle de l'élection? Peut-être que vous avez la confusion. J'ai dit ceci. Si réellement vous avez la majorité. Mais parce que j'ai vu même Mboussa Yamoussa voulait aussi être candidat. J'ai vu l'autre là qui, Steven Dikaye. Mais c'était à l'encontre de l'article. C'était à l'encontre de l'article. Pourquoi dans une démocratie, c'est l'élection qui prime? Pourquoi pas laisser aussi d'autres candidats? Mais ils n'ont pas été nommés. Ils sont allés aux urnes. Vous n'avez pas vu des bulletins sortis de l'urne. Nommés, c'est signer l'ordonnance. Ils sont allés au vote. Le vote proprement dit. Est-ce qu'il fallait jusqu'à du matin pour ça? Pasteur, excusez Pasteur, n'avez-vous pas vu les urnes? Vous me dérangez, nous sommes à la fin. Quelle est la capacité ou le pouvoir que M. Kamer aura pour contrôler l'exécutif? Parce que pour être là, c'est Félix qui l'a désigné. Il a été élu. Au primaire et à l'Assemblée nationale. Merci. Vous n'avez pas vu des urnes. Vous n'avez pas vu des urnes. Voilà, nous sommes Pasteur. Face à un fait accompli, on désannonce l'émission. Face à un fait accompli, on reconnaît. On doit désannoncer l'émission. On doit quand même reconnaître. Il y a eu élection, il y avait eu les urnes. L'union sacrée, c'est un fait privé, monsieur. Tu ne peux pas mener ce débat ici. Non. Merci. On a fini les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est clair. Sylvain, je t'en C'est prie. la majorité. Il y a des gens qui te suivent là-bas à la maison. Ils voudraient que tu te testes quand même, parce qu'on doit finir l'émission. C'est pas vrai ça. À l'Assemblée nationale, ça serait comme ça. Personne ne sera entendu. Mais c'est ça la démocratie. Alors, notre souci, nous, le peuple, que cette institution, finalement, qui nous représente, fasse un travail des titans, parce que nous sommes dans une période très perverse. Ça, je le dis, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. On a vu le scénario, le spectacle du Palais de la Nation. On ignore ce qui pourrait arriver dans le jour qui arrive. Alors, vraiment, beaucoup de vigilance et surtout beaucoup de tact dans votre manière de faire les choses. Certes, Vital Kamerhe, c'est le président de l'Assemblée, on le veut très bien, on lui souhaite bonne chance, mais il doit également faire son travail, n'est-ce pas, comme il faut pour aider la nation à remonter. Parce que le chef de l'État parlait déjà de remontada. Il faut qu'on remonte. On est fatigué de ces spectacles-là. Des députés qui ont $30 000, des députés qui réclament déjà des véhicules, l'enfant de tel, le fils de tel. On attend un gouvernement et on sera surpris. Un député normal peut demander un véhicule. Je vous prie, Taboko. On attend sûrement un gouvernement et je suis sûr que nous serons surpris de voir ce gouvernement. Je sais qu'il y aura des gens qui vont constituer ce gouvernement et nous serons surpris de voir certains visages dans ce gouvernement. Je ne dis rien, mais je sais que nous serons estomaqués et nous serons vraiment pétrifiés de voir certains dans ce gouvernement. On le souhaite bien, mais qui vont animer ce gouvernement? C'est ça la grande question. Alors, on est fatigué. On est fatigué de voir tous ces scénarios de mauvais goût. On a fini la prochaine fois. Dans le mal, le bien ne peut pas sortir.